Bonjour Sabine. Bonjour Gaëlle. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais au quotidien? Donc je m'appelle Sabine, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants. Et qu'est-ce que je fais au quotidien? Je gère à la fois ma société et la vie de mes enfants. Donc chef d'entreprise, c'est ça, hein? C'est ça. Tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, d'où est-ce que tu viens? Alors mon parcours, j'ai commencé par faire un DUT après mon bac. Suite à ça, j'ai intégré la Poste en France pour les nouveaux postes de commerciaux, où là j'ai eu une carrière assez fulgurante dès le départ, où à 23 ans j'étais responsable grand compte. J'étais la plus jeune responsable grand compte de la France. Donc, la force de vente à l'époque, c'était 4000 personnes. La Poste, c'était 320 000 salariés au total. Et donc j'étais la plus jeune responsable grand compte, ce qui m'a valu donc d'avoir un film qui présentait le métier de commercial. J'avais été invitée au siège de Paris. Enfin voilà, 23 ans, donc tout se passait bien. 24 ans, j'ai continué. Et après, je voulais sortir de l'administration parce que le système hiérarchique ne me convenait pas. Et donc... Qu'est-ce qui explique d'après toi ta montée fulgurante? Parce que tu dis, donc tu as fait un DUT, qui est l'équivalent d'un bac plus 2, c'est ça? Diplôme universitaire technologique. Tu rentres à la Poste et là, en combien de temps en fait tu passes à 23 ans? Donc 23 ans, tu viens seulement d'avoir ton DUT. Voilà. Et tu deviens responsable en 2 ans et demi, je deviens responsable grand compte. C'est parce que j'avais la fibre commerciale et je pense que ça s'est très bien passé. Je savais très bien gérer les clients, mon portefeuille, et donc j'ai eu des promotions très rapidement en fait. C'est grâce à tes résultats en fait, c'est ça? Oui, c'est grâce aux résultats. Ouais, ok. Donc à partir de là, tu décides, donc tu es à la Poste, tu as le succès que tu as à la Poste. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Eh bien, ensuite, donc, je voulais partir de la Poste et à la fois, j'avais un but, c'était de devenir directrice commerciale. Et comme j'avais qu'un bac plus 2, je savais que dans le privé, ça allait me freiner. Donc là, j'ai repris mes études. Et donc, j'ai fait une validation d'acquis professionnel, ce qui m'a valu donc un niveau maîtrise, comme j'avais été cadre pendant 3 ans au sein de la Poste. Et donc, j'ai repris un Master 2 en vente et management des ventes pendant 1 année. Et donc voilà, je suis sortie avec mon bac plus 5 en poche. En plus, c'est-à-dire que quand tu parles de l'AVE, de ton master, c'est-à-dire que tu continues de travailler pendant ce temps-là, c'est ça? Ou tu as arrêté de travailler, tu fais l'année de master? J'ai arrêté de travailler, j'ai démissionné, j'ai arrêté, j'ai vraiment fait ce diplôme. Et j'ai eu de la chance parce que c'était un diplôme qui était en alternance. Donc je pouvais travailler 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'université. Donc je continuais à gagner ma vie. Oui, c'est ça, tu arrives à survivre. Ça a été une année exceptionnelle de faire ça, de reprendre ses études. Est-ce que ça a été pour toi en fait un challenge à ce moment-là? C'est-à-dire que tu travailles, tu as quand même du succès dans ce que tu fais, tu passes responsable et tout, et de se dire je veux plus, mais là il va falloir que j'arrête ça, je quitte ça pour pouvoir vouloir plus. Est-ce que pour toi en fait, à quel moment en fait tu t'es dit tiens, là il faut que je prenne cette décision-là, que j'investisse là de mon temps, de mon énergie et que je laisse un peu passer ça pour pouvoir plus, avec le risque finalement de ne pas avoir plus à ce moment-là? Alors, c'était une volonté d'avoir un niveau d'études supérieur pour pouvoir accéder à des postes plus importants. Alors ça a été un véritable challenge parce que déjà, j'avais ni fait de licence, ni fait de maîtrise puisque j'ai eu la validation. Donc je me suis dit, je vais rentrer à bac plus 5, je vais être avec d'autres élèves qui, eux, avaient un cursus universitaire où ils sortaient tous d'école de commerce. Je me suis dit déjà, je vais être à la ramasse à côté d'eux. Premièrement, je vais être 3 ou 4 ans plus âgée qu'eux. Je ne vais pas avoir toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir, eux, dans les écoles de commerce. Alors je m'étais fait vraiment, j'ai eu peur, je me suis dit je vais devoir lire une dizaine de livres par semaine, je vais devoir beaucoup travailler. Au départ j'avais peur et puis en fait quand j'ai repris ce cursus universitaire, je me suis rendu compte que mon expérience en fait m'avait apporté beaucoup de choses, que c'était plutôt simple en fait de théoriser tout ça et du coup j'ai passé une année exceptionnelle qui m'a apporté en fait beaucoup d'outils pour travailler plus tard, des outils de pilotage, des outils de travail. Et ça a été une année riche en connaissances et riche côté humain aussi. Génial. Donc là, tu fais ton master, tu sors, donc tu as un bac plus 5 maintenant.
tu as ton master et tu te retrouves de nouveau sur le marché. Voilà. D'accord. Donc, suite à ça, j'ai eu une succession de postes en fait, où je restais 2 ans de manière générale. Donc, j'ai eu des postes au départ de responsable commercial. Donc, j'ai été dans le transport. Après, j'ai travaillé pour une multinationale allemande. Et tous les 2 ans, je changeais parce que je voulais évoluer en termes de compétences et en termes de salaire aussi. Et à 28 ans, 29 ans, j'ai atteint mon objectif puisque j'étais directrice commerciale en France d'une grosse société et j'étais à la tête d'une équipe de 13 personnes et voilà, j'avais atteint mon objectif. Donc ton objectif au départ qui était de devenir directrice commerciale, quand tu quittes l'OPT pour atteindre cet objectif-là, tu avais 24 ans, c'est ça? Oui, 24 ans. 24 ans et à 28 ans, donc 4 ans plus tard, ça a pris 4 ans entre la formation, de monter en compétences, avoir des différentes augmentations de salaire, de responsabilité aussi. Tu deviens en fait directrice commerciale, tu atteins ton objectif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est ça? L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que du coup, directrice commerciale, tu es restée directrice commerciale après combien de temps? Alors en France, je ne suis pas restée directrice commerciale longtemps, pour plusieurs raisons, parce que j'ai été directrice commerciale dans le foncier pour un lotisseur. Et que j'ai eu ce poste quand il y a eu la crise en France, donc ça c'est devenu un petit peu compliqué. J'ai eu mon premier garçon aussi en parallèle et une fois que j'ai eu ce poste, je travaillais beaucoup trop, c'est-à-dire que je travaillais 10 à 12 heures par jour, je ne voyais pas mon petit garçon grandir, donc c'est là que j'ai eu envie de changer de vie et donc avec le père de mes enfants, on est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit que tu connaissais déjà ou c'était la découverte? C'était la découverte. C'est-à-dire que là, ton mari, ton fils et toi, vous décidez de venir en Calédonie avec vos valises. Voilà. Donc, vous arrivez en Calédonie. Comment ça se passe pour Sabine à ce moment-là? Alors, ça se passe plutôt bien. On découvre le pays. On voulait du changement. Donc, on était vraiment prêts à l'adaptation. On n'attendait rien de spécial. On voulait du changement. Ça s'est plutôt bien passé. Alors il s'avère qu'entre-temps, entre le départ et puis l'arrivée, je suis tombée enceinte, donc j'attendais mon deuxième garçon. Donc moi je suis arrivée ici, j'ai pas pu travailler tout de suite puisque voilà, j'étais enceinte. Et après j'ai eu mon petit garçon, mon deuxième garçon en février et j'ai trouvé 3 mois plus tard un poste de directrice commerciale dans une société en Calédonie. Donc là, tu restes directrice commerciale donc, pour une société de la place. Voilà. Ça dure combien de temps à peu près? Ça dure 5 ans. 5 ans, tu restes directrice commerciale. Quelles ont été pour toi en tant que directrice commerciale? Donc tu parlais à chaque fois, tu as eu des postes à responsabilité. Là, moi, ce qui m'intéresse, et on en parlait un petit peu avant le début de l'interview, d'être une femme dans un contexte globalement, on en parlait tout à l'heure, masculin, où tu devais finalement diriger en tant que femme. Comment tu as vécu cette expérience-là? Alors déjà j'avais eu de l'expérience quand je travaillais dans les transports frigorifiques où c'est un monde masculin. Donc l'intégration avec les hommes, ça a été. Ce que j'ai trouvé le plus dur en fait, c'est au départ quand on prend un poste de directrice commerciale, qu'on gère 8, 10, 13 personnes, on se donne en fait une personnalité, une apparence, une manière de parler, on essaie d'être structuré pour manager et pour gérer le mieux possible. Mais souvent, c'est en déconnexion avec notre vraie personnalité. Donc dans le travail, on est d'une certaine manière et à l'extérieur, on est d'une manière différente. Et l'aboutissement, c'est quand on arrive en fait à être pareil et au travail et à la maison, qu'on a la même personnalité, la même manière de gérer, de manager et qu'on est bien dans sa fonction et à la maison. Et là, on arrive à accomplir parfaitement son travail. Ça a été le plus dur en fait, de ne plus faire de différence et d'être soi-même au travail. C'est-à-dire que tu n'es pas devenue finalement directrice commerciale à la maison, mais tu es devenue Sabine au travail. Voilà, exactement. Okay. Exactement. C'est-à-dire que tu as vraiment concilié ces deux aspects de toi. C'est-à-dire que la directrice commerciale, je gère une équipe de 10, 13, peu importe le nombre de personnes, dont des hommes, etc. Et je reste Sabine, mais je suis aussi directrice commerciale à ce moment-là. Je suis les deux. Et à la maison, je suis Sabine. Exactement. Super. Donc ça, c'était vraiment... Donc là, tu fais directrice commerciale pendant combien de temps Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et donc au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 5 ans, j'ai fait le tour de ma fonction qui me plaisait beaucoup, mais voilà, plus de possibilités d'évolution et j'avais envie encore de continuer mon parcours professionnel, j'avais de l'ambition. Et donc j'ai pris la décision, avant l'arrivée de mes 40 ans,
de racheter une société. Alors pourquoi racheter une société? Parce que je n'avais pas l'idée formidable pour créer quelque chose, que je voulais racheter une société pour pouvoir aussi me dégager un salaire rapidement parce que j'avais mes enfants à gérer. Et donc voilà, je suis partie sur cette idée de racheter une société. Dans ton parcours, donc là tu restes 4 ans dans la société dans laquelle tu es en Calédonie. Dans ton parcours, j'entendais tu restais à chaque fois entre 2 ans, 2-3 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que celle-là, tu étais restée plus longtemps? Et en plus, là, pour le coup, toutes les autres, dans ce que tu nous disais, tu évoluais. Là, tu es restée directrice commerciale du début à la fin. Alors j'imagine qu'il y a eu des améliorations de salaire, mais pas des améliorations en termes de responsabilité. Qu'est-ce qui fait que tu es restée aussi les enfants, la stabilité. La stabilité là, à ce moment-là. Hein, c'était l'organisation de l'emploi du temps, les emmener à l'école, aller les chercher, des fois changer d'emploi. C'est pas toujours simple après pour s'occuper des enfants. Donc c'était avoir une certaine stabilité quand ils étaient encore petits. D'accord. Donc là tu fais le choix à ce moment-là, j'ai les enfants, je veux la stabilité, je reste dans ce poste-là. Voilà. Mais malgré tout, je tourne en rond au bout de voilà. Envie de plus parce que on voit que tu as envie de plus. À ce moment-là, tu dis tiens, je vais recommencer à chercher une société. Alors est-ce que tu trouves une société, c'est-à-dire que est-ce que je vais sur petiteannonce.com et puis je cherche une société à vendre, ou comment ça s'est passé pour toi? C'est-à-dire entre le moment où tu prends la décision de te dire tiens, je vais quitter ce que je fais et j'achète une société, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une volonté en fait de devenir indépendante, en fait, de plus avoir de hiérarchie. Un petit peu ce qui s'est passé quand j'étais à la Poste, quand j'avais 21 ans, c'est les démons qui reviennent, plus de hiérarchie. Et je me sentais en fait capable de pouvoir gérer mes propres projets. J'avais, je pense, suffisamment de confiance en moi pour me dire je peux me lancer, je pense que j'ai les capacités parce que mon expérience professionnelle m'a fait voir que je savais développer une équipe, que je savais développer du chiffre d'affaires. J'avais d'autres choses à apprendre, mais en tout cas, j'étais capable de le faire. Donc, j'avais assez de confiance en moi sur ce côté-là pour me dire je vais me lancer. Et un peu d'insouciance aussi, parce qu'il en faut pour se lancer. Un peu d'insouciance, c'est-à-dire que quand tu dis un peu d'insouciance, c'est le côté on verra ce qui va se passer ou le... Voilà, on verra ce qui va se passer. Il ne faut pas se poser toutes les questions avant parce que sinon on n'irait jamais. Et donc voilà, de garder la tête froide, les pieds sur la terre et de se dire on avance, mais une certaine insouciance parce que voilà, il va y avoir plein de problèmes à affronter. Mais il faut mieux attendre qu'ils arrivent plutôt que de les anticiper. Enfin, c'est ma philosophie. D'accord, c'est-à-dire que ok, j'anticipe pas les problèmes, mais je reste focalisé sur le fait d'avoir ce que je veux finalement, c'est ça? Voilà. Ok. Donc là, ça y est, tu as pris la décision, tu es ouverte à plus. Et qu'est-ce qui fait le switch là à ce moment-là? C'est-à-dire que tu as eu des opportunités, de la chance, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, à un moment quand j'ai pris la décision de me dire je vais racheter une société, donc déjà je me pose la question quel type de société? Un magasin de vêtements, ça me branchait pas. Salon de coiffure, esthéticienne, c'était pas mon truc. J'aurais bien voulu une société grossiste, mais beaucoup trop gros pour une seule personne. Donc là, à partir de là, on est ouvert en fait à toute opportunité et toute possibilité. Et à partir du moment où je me suis posée en disant c'est bon, maintenant je vais vouloir acheter ma société, et c'est vrai que l'avantage et les bénéfices de la Calédonie, c'est que c'est petit et du coup, voilà, il y avait ma société que j'ai aujourd'hui qui était en vente et très peu de temps après avoir pris la décision, on m'a proposé de la racheter. On t'a proposé de la racheter. Alors, juste pour la petite anecdote, ça s'est fait à quel moment précisément? Parce que tu m'en parlais un petit peu en amont. À quel moment ça s'est fait en fait? C'est-à-dire que tu prends la décision, ça y est, c'est fait. Et là, tu me disais, à quel moment ça s'est fait? Voilà, à un moment, je prends la décision et je décide donc de prendre quelques jours au travail pour pouvoir me poser et réfléchir à mon avenir. Et donc là, je pense que les étoiles se sont alignées sur moi. Et le lendemain soir, lors d'un repas, on m'a proposé de racheter cette société. Alors au départ, je ne voulais pas parce que c'était un domaine d'activité que je ne connaissais pas. Et puis au bout de 3 jours de réflexion, je me suis dit pourquoi pas. Et après, donc, commencent les démarches, l'étude du bilan et tout ce qui va avec pour pouvoir racheter une société. Et alors,
tu dis, en fait, tu es ouvert à de nouvelles opportunités. Là, il y a une opportunité qui s'offre à toi. Donc, au départ, tu dis, je me sens peut-être pas capable, etc. Au bout de 3 jours, 2-3 jours, tu prends la décision que ouais, j'y vais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu changes à ce moment-là? C'est-à-dire qu'au début, on te le propose, tu dis non, ça. Qu'est-ce qui fait que c'est à un moment j'ai switché et que Ouais. je me suis penchée sur la question, c'est de me dire qu'en fait, peu importe l'activité, parce que j'étais vraiment ouverte à tout type d'activité. C'est une activité que je ne connaissais pas, mais c'était avant tout une société avec une colonne vertébrale qu'on appelle la comptabilité, des projets, un côté humain, des clients. Et donc voilà, en fait, c'était une société qui ressemble à une autre, la même structure. Donc peu importe l'activité, au final, voilà, le squelette est le même de partout. Donc c'est-à-dire que là, tu décides parce que tu réalises finalement qu'une société, il y a une colonne vertébrale, c'est la comptabilité. Donc, peu importe l'activité que ce sera, bah, tu seras en mesure de le faire puisque tu l'avais déjà fait auparavant via ton rôle de directrice commerciale, c'est ça? Et là, en fait, tout est facile. C'est bien ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire entre le moment où tu décides de racheter et où tu deviens officiellement la nouvelle gérante, tout a été facile. Voilà, c'est en 48 heures. Non. Donc oui, à partir de là, c'est le parcours du combattant qui commence en fait. Donc ça a duré 10 mois en fait, le fait de racheter une société parce que les délais sont très longs entre le juriste, l'expert comptable, les banques. Donc voilà, et ça a été un parcours du combattant parce qu'effectivement, il y a des jours on vous dit oui, et puis le lendemain on vous ferme la porte sur autre chose, et puis on vous demande toujours d'attendre une réponse positive dans 15 jours, dans 3 semaines, et puis c'est plus long que prévu. Et c'est vrai que le moral, il est des fois en haut, des fois en bas, et c'est très compliqué, et il faut rester optimiste par rapport à ces épreuves. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'est-à-dire que je sais comment ça se passe dans la banque, on a des réponses, pas de réponses, on ne sait pas, etc. Qu'est-ce qui t'a fait en fait continuer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait quand tu avais le moral, des fois tu disais au plus bas, hein, tu me disais un peu en amont qu'il y a eu des fois où tu pleurais et tout. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, je vais continuer quand même? Alors, c'est un moment très particulier de la vie en fait où j'avais démissionné de mon poste de directrice commerciale, donc j'avais que ce projet en fait qui s'offrait à moi, où j'investissais toutes mes économies depuis que j'avais l'âge de 20 ans. Et il y a un moment en fait, il y a qu'une seule voie à prendre, c'est celle-ci, c'est-à-dire de continuer jusqu'au bout et de passer toutes ces épreuves. Et ce qui m'a fait tenir, c'est que il y a un moment, je devais m'en sortir parce que j'avais mes enfants et que je devais conserver un toit pour eux, des repas tous les jours, des vacances. Donc ça c'est vrai que ça fait tenir. On devient lionne en fait quand faut s'occuper de ses enfants. Et ça donne en fait beaucoup d'énergie pour se battre auprès des banques, auprès des assurances, auprès de toutes les entités qui gravitent autour de l'achat d'une société. Et voilà, et ce que j'en ressors une fois que j'ai réussi à l'acheter au bout de 10 mois, donc on est plutôt fiers parce que ça y est, on est chef d'entreprise et à 40 ans. Et après, plusieurs mois sont passés, au départ ça n'a pas été simple, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on se rend compte que plus la prise de risque est importante et plus le résultat en fait en sera important. Voilà, moi j'ai pris un risque énorme en mettant mes économies, en démissionnant, en étant seule à gérer tout ça. Et qu'au final, comme on n'a qu'une seule voie, le résultat a été très positif. Et je pense que la prise de risque est à la hauteur en fait, de la réussite. Plus la prise de risque est importante, plus la réussite sera importante. C'est-à-dire que en fait, tu disais que c'était le seul choix que tu n'avais pas d'autre choix et tu étais obligé de réussir pour tes enfants en fait, c'est ça? Alors on a toujours le choix dans la vie. À un moment, on a toujours le choix. On peut arrêter, on peut retrouver un travail d'employé, on peut toujours... Mais je suis tellement têtue et obtuse que c'était le choix que je m'étais imposé, la décision, et je voulais aller jusqu'au bout parce que pour moi ça aurait été un échec. Donc c'était aller jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, j'irai. Voilà. Tu as développé ce caractère de lionne en plus pour aller contre les banques, contre les assurances, contre le juridique, contre tout ça. Et donc finalement, tu deviens, au bout de 10 mois, parce que c'était 10 mois où le parcours du combattant, un peu, là, tu disais, l'autoroute de la désolance. C'est ça. Tu deviens chef d'entreprise. Et là, en fait, tout devient facile. Et là,
tout devient facile. C'est voilà, donc vous arrêtez de travailler. Non. Je rigole. Donc au départ, non, après, faut apprendre à connaître sa société, il faut apprendre à connaître sa structure, il faut apprendre à connaître tout ça. Donc il y a un travail qui est énorme, rempli de difficultés en fait. C'est parce que dans la journée, vous vous imposez de faire telle ou telle tâche pour apprendre, sur des projets, pour régler. Et puis en fait, vous vous levez le matin et puis il y a un problème qui vous tombe dessus, vous allez mettre 48 heures à régler. Donc en effet, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es gérante de cette société? Ça va faire bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans. Hein. Et durant ces 6 années, quels ont été pour toi, en tant que chef d'entreprise, les 3 plus gros challenges que tu as eu à surmonter pendant 6 ans? Une fois chef d'entreprise. Hein. Une fois, les 3 plus gros challenges, c'était premièrement la peur. De toute évidence, la peur. Le plus gros challenge, ça a été ça. C'est-à-dire qu'à un moment, donc moi j'ai un parcours commercial, je suis une directrice commerciale, c'est le chiffre d'affaires qui prime en fait dans ma manière de travailler. Et dès que j'avais une toute petite baisse de chiffre d'affaires sur un mois, quand je vous dis une petite baisse, c'est 2%, ça y est, je me faisais un monde. Je passais d'une baisse de 2% à je vais fermer, ma société va être saisie, alors que tous les comptes sont très bons. Mais je vais être saisie, je vais perdre ma maison, je vais tout perdre en fait. Et je passais de moins de 2% de chiffre d'affaires sur un seul mois à je vais tout perdre. Et ça a été une angoisse pendant 3 ans. Et je pense que c'est l'angoisse de beaucoup de chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a mis toutes nos économies, quand on a hypothéqué notre maison, quand on a tout donné, on a vraiment peur de tout perdre. Alors ça, c'est la peur, mais c'est aussi ce qui permet de nous booster au quotidien, d'être hyper carré dans la gestion, d'anticiper en fait sur la gestion de la société, sur les projets. Mais ma première angoisse, ça a été de maîtriser ma peur et j'ai mis 3 ans à la maîtriser. Et comment tu as fait? En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc tu as mis 3 ans, donc là ça fait 6 ans maintenant, tu arrives à le gérer? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à le gérer? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait Je pense que c'est l'échange et le partage avec d'autres personnes qui vivent la même chose. C'est de se dire qu'on n'est pas la seule à vivre ça, qu'en fait les jeunes chefs d'entreprise, on a tous les mêmes angoisses, tous les mêmes peurs. Et le fait de partager en fait ce genre de choses avec d'autres personnes, ça nous rassure et de se dire que voilà, moi aussi j'ai des difficultés, moi aussi, mais je comprends et mais en fait on n'est pas tout seul, donc on est tous dans le même bateau et donc c'est très rassurant. Et à partir du moment où on commence à être rassuré, on maîtrise cette peur et puis après, au fur et à mesure, elle diminue jusqu'à partir complètement. Pratiquement. Voilà. Ça, c'était vraiment le côté la peur au début. Quels ont été les autres challenges pour toi? L'apprentissage, en fait. J'ai un bâtiment aujourd'hui, un deuxième challenge, j'ai un bâtiment qui fait 1200 mètres carrés avec à peu près 80 machines, une piscine, un sauna et ça a été la partie technique, c'est-à-dire apprendre tous les coins et les recoins en fait, de la société, toutes les défaillances qu'il pouvait avoir pour pouvoir agir vite sur des problèmes techniques. Et c'était d'apprendre tout ça en fait, pour pouvoir gérer complètement la société et voilà, de savoir comment gérer une piscine publique, de savoir comment gérer un sauna, comment réparer des machines, où acheter les pièces détachées, à quel fournisseur. Et ça a été un long travail aussi. Maintenant, je connais tous les coins et les recoins de ma société. Donc là, maintenant que tu maîtrises complètement ta société, donc deuxième challenge pour toi, c'était vraiment de maîtriser un petit peu on va dire le fonctionnement technique de ton entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours toi qui le gères, cette partie-là, ou est-ce que maintenant que tu maîtrises, est-ce que tu as décidé, c'est toujours toi qui as la main là-dessus, ou est-ce que tu délègues certaines choses ou pas? Alors, j'ai toujours la main dessus parce que je connais bien le bâtiment, mais je peux le faire à distance. C'est-à-dire que je suis un peu technique aussi et très manuelle à la base du côté à niveau personnel. Mais aujourd'hui, je sais que la moindre défaillance, je sais d'où ça vient et j'ai une équipe d'artisans avec qui je travaille très bien. Il suffit que je les appelle en fait et ils interviennent sur ce problème technique. Donc c'est grâce aussi à une équipe d'artisans à qui je fais confiance qui permet en fait de réparer tout ce qui tombe en panne. C'est-à-dire que tu t'es créé une sorte de réseau de soutien un petit peu pour venir appuyer en fait tes démarches dans cette partie technique. Voilà. Tu maîtrises le sujet,
Et tu as une équipe de soutien d'artisans? J'ai une équipe d'artisans. Et ça aussi, ça a été compliqué de le gérer. Parce que quand vous êtes une femme blonde, que vous gérez un grand bâtiment comme ça, donc au départ, eh ben, vous appelez des artisans pour qu'ils viennent vous aider. Souvent, pas souvent, mais quand même pas mal de fois, les artisans en fait vous font peur avec ah mais ma petite dame, alors c'est l'expression que j'emploie toujours, mais ma petite dame, mais là, mais va falloir tout changer. Oui, donc voilà, au départ, il y a beaucoup d'artisans qui me prennent pour une femme qui ne connaît pas la partie technique, donc ils nous font peur pour nous faire des devis en fait à des millions. Et moi, je ne travaille pas avec des personnes comme ça, je travaille avec des artisans avec qui j'ai confiance, qui vont réparer ce qui est nécessaire de réparer et que ça soit fait dans les normes. Et une fois qu'on a une équipe comme ça en qui on a confiance, eh ben on peut avancer les yeux fermés. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile justement, tu disais, d'être une femme blonde là en tant que chef d'entreprise, justement pour avoir cette relation de confiance avec d'autres tiers, justement, ou est-ce que c'est de l'opportunisme Il faut, c'est sûr que c'est pas simple, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est quand j'ai racheté en fait ce club de sport qui est donc un club de fitness. Au départ, c'était elle vient pas du sport, elle connaît pas la société, on lui laisse 3 mois, elle fermera. Donc au départ, c'était ça. Et puis 3 mois après, on est toujours là. Et puis 2 ans après, on est toujours là. Et au bout de 3 ans, ce qu'on entend dire, c'est oh, finalement, elle tient, ça va. Voilà, en fait, donc c'est dur à passer en fait toutes ces barrières de préjugés parce que je suis une femme qui n'est pas dans le fitness, qui gère cette société. Et puis au bout de 6 ans, c'est bon, on est accepté. Non mais ça va, tu la gères bien ta société, hein. C'est bien, ça tourne bien. Ouais, ça va. Ouais, il a fallu quand même en fait que tu fasses tes marques et que tu fasses tes preuves. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est plus ou que si ça avait été par exemple un homme ou quelqu'un dans le fitness? Ou une femme prof de fitness, par exemple, qui rachète une société, ce qui dans la tête des gens est tout à fait normal en fait. Voilà, qu'un prof de fitness rachète une société de fitness, c'est la logique classique, donc il n'y aurait pas eu ces préjugés. Mais moi je leur répondais, est-ce qu'aujourd'hui le directeur du Medipôle, est-ce que c'est le meilleur des médecins? Non, pas forcément. Est-ce que le directeur de tel ou tel supermarché, il a acheté un supermarché parce qu'il avait l'habitude de faire ses courses? Non, je ne pense pas, ça n'a pas. Donc voilà, mais dans le fitness, on aime bien en fait que ceux qui rachètent soient dans le fitness. Et donc voilà, il a fallu faire ses preuves en disant non, c'est une société qu'il faut gérer avant tout, avec des budgets, avec des charges. Et voilà, mais il faut beaucoup de temps pour se faire accepter. Ouais, ça paraissait pas normal pour les gens que quelqu'un qui sache gérer une société puisse racheter une société. Exactement. Ouais. Voilà, exactement. Là, tu nous parlais un peu de ça. Quel a été le 3e gros challenge pour toi en tant que chef d'entreprise? S'il y en avait un autre. Et bien après, c'est comme beaucoup de chefs d'entreprise, c'est le côté humain en fait de la société, c'est gérer l'humain en lui-même. C'est gérer les salariés, c'est apprendre à les connaître, les conserver pour garder le savoir-faire, les mettre à la bonne place. Et c'est vrai que j'ai à la fois des salariés et à la fois beaucoup de patentés aussi qui interviennent. Donc voilà, c'est de savoir gérer en fait tout ce personnel qui en plus de ça se gère de manière complètement différente parce que vous ne gérez pas une femme de ménage ou un commercial comme vous gérez un patenté. Donc ça a été aussi un très long apprentissage. Et pour se construire en fait une équipe. Combien tu as aujourd'hui de personnes sous ta gestion? Salariés, patentés compris, enfin contractants compris? Alors aujourd'hui j'ai une salariée, j'ai une gérante et après j'ai 17 ou 18 profs patentés qui interviennent. D'accord, donc grosso modo tu as une vingtaine de personnes sous toi, on va dire, dans ta gestion. Qui travaillent sur qui travaillent pour toi. Et donc ça a été un truc aussi à apprendre à gérer ça. Comment ça a été accepté justement tu disais un petit peu tout à l'heure le fait que tu ne sois pas du milieu, que tu ne sois pas là-dedans. Il y a eu un peu ce regard-là. Vis-à-vis de ces gens qui travaillent pour toi, qu'est-ce que ça... Ben, les gens vous testent en fait, hein. Ils vous attendent au tournant comme on dit. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a des personnes qui ont l'intelligence en fait, d'analyser les choses et de voir comment ça se passe et de se dire finalement c'est bien géré.
Et puis il y a des personnes qui changeront jamais de vision ou d'état d'esprit. Donc au bout d'un moment, on est obligé de se séparer de ces personnes parce qu'ils ne le comprendront pas. Et puis c'est comme ça qu'on reconstruit en fait son équipe. D'accord, super. Quels ont été, toi à ce jour, tes 3 plus gros succès, les 3 choses dont tu es le plus fier en tant que chef d'entreprise? Premièrement, d'avoir acheté mon entreprise. Ça a été d'avoir fait évoluer mon club en fait, c'est-à-dire de l'avoir maintenu et d'avoir fait des travaux, de l'avoir fait évoluer, parce que c'est un club qui a aujourd'hui plus de 45 ans et c'est vrai que c'est de l'embellir, c'est de l'améliorer au niveau des technologies, donc ça c'est une fierté de faire vivre cette bâtisse coloniale de 1200 mètres carrés. Et ma troisième fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une équipe assez complète en fait, pour pouvoir pratiquement tout déléguer et de me détacher en fait, de cette société, me détacher physiquement pour pouvoir réfléchir en amont aux futurs projets de la société et toujours avoir un pas d'avance sur l'avenir. Donc là, aujourd'hui, tu es arrivé au point où tu travailles sur ton entreprise et tu ne travailles plus dans ton entreprise. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'au début, les premières années, tu disais il a fallu l'apprentissage, tu étais dedans, tu observais l'intérieur, etc. Jusqu'au point maintenant où tu en es aujourd'hui, où tu travailles maintenant sur ton entreprise, tu prends des décisions stratégiques, etc. Comment c'est une journée type pour toi? Une journée type pour moi, alors on va prendre une semaine où j'ai pas mes enfants. Je me lève très tôt, donc ça va être du 5h, 5h30 du matin. Et là, à partir de 6h, je me mets au travail en fait. C'est-à-dire que je suis très créative en fait et très efficace très tôt le matin. Donc je vais travailler de 6h à 10-11h du matin. Et là, je vais être très efficace. Et après ça, soit je vais rencontrer, donc je pars sur Nouméa, soit je vais rencontrer mes fournisseurs, soit aussi je déjeune avec des copines, enfin voilà, différentes activités, des fois du spa. Et après en milieu d'après-midi, là je m'impose 3 à 4 heures à Oxygène directement, à l'accueil, pour se conserver ce contact avec tous les adhérents, parce que c'est un club qui est convivial et ils ont besoin d'avoir ce contact humain. Donc je m'impose d'être là-bas et jusqu'à 19h, 19h30, je suis au club et après la journée se termine. Mais voilà comment s'articule une journée. Une journée type. Hein. Donc aujourd'hui, tu es maman, 2 enfants, chef d'entreprise. Tu disais donc tu travailles beaucoup, donc 4 heures le matin. Finalement, l'après-midi, c'est plus ce que j'appelle moi du public relation. Voilà, tout à fait. Public relation pour maintenir un petit peu ce contact humain, etc. Et ça, c'est ta journée typique, on va dire, avec bien sûr les éventuelles choses de la vie qui puissent arriver. Mais comment tu en es arrivé à ça? C'est-à-dire que il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui travaillent 10-12 heures par jour, qui n'arrivent pas à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a permis, toi, en fait, de pouvoir arriver à ça? C'est le fait je pense, de déléguer. Il faut apprendre à déléguer. Et c'est vrai que le master que j'avais passé, en fait, ça apprend à déléguer dans le sens où ça nous permet de créer des outils de pilotage. Donc ça nous permet de pouvoir piloter et de contrôler le travail qui est fait. Donc à partir de là, si les choses sont bien expliquées, s'il y a vraiment un très bon relationnel avec les personnes avec qui on travaille, on arrive facilement à déléguer. Et on peut faire confiance, on peut déléguer, ce qui n'empêche pas le contrôle derrière. Et on en vient comme ça, et après il y a des relations de confiance qui se créent dans l'équipe et on peut piloter tout à distance. Donc là, tu arrives à tout piloter à distance, tu as des relations de confiance, tu as réussi à déléguer. Quelle a été, d'après toi, la compétence principale en fait qui t'a permis de le faire? Au niveau de la délégation. Au niveau de la délégation, c'est d'être structuré en fait, de mettre en place des procédures. C'est la procédure, c'est les outils de pilotage, c'est ce qui permet de déléguer. Et le côté humain aussi, de recruter les bonnes personnes qui s'associent avec notre caractère et notre manière de travailler aussi. Alors justement, je me permets de revenir là-dessus, sur le côté humain. Tu disais que tu n'as pas hésité non plus à laisser partir des personnes avec qui ça ne matchait pas, pour vraiment t'entourer des personnes avec qui ça matchait. Quelle difficulté en fait ça représente en termes humains en fait de se dire tiens, je vais devoir me séparer de cette personne là parce que ça ne matche plus ou...
Alors, au départ, c'est très compliqué, hein. Alors, comme je travaille beaucoup avec des patentés, forcément, les procédures sont beaucoup plus faciles qu'avec des salariés. Mais sinon, c'est compliqué en fait de se séparer d'une personne parce qu'il y a des adhérents qui vont être attachés à ce prof ou à cette femme de ménage ou à ce commercial. Et donc voilà, il faut être sûr de soi, être convaincu en fait que c'est la bonne décision parce que sinon, toutes les autres personnes vont vous faire douter sur ce que vous faites. Et quand vous savez que c'est pour le bien de la société et que voilà, on continue dans cette direction et on accepte ses choix. Mais c'est pas simple, ça c'est sûr. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as pris des décisions difficiles pour la société, c'était à chaque fois tu gardais en tête l'objectif, c'est le bien de la société. Le bien de la société, ouais. C'est ça. Super. Quels seraient si tu devais conseiller quelqu'un qui se lance là en tant que chef d'entreprise et qui veut racheter une entreprise, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais lui donner qui lui permettraient de pouvoir vraiment gagner du temps, c'est-à-dire éviter les pièges. Les 3 conseils, il y en a même un peu plus, mais, premièrement, c'est d'être bien entouré. Bien entouré. Au niveau professionnel et personnel, c'est-à-dire d'être soutenu à la maison et d'avoir les personnes compétentes professionnellement autour de soi pour être bien conseillé. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est de savoir faire face aux difficultés et d'être rusé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, en fait, toujours essayer de trouver 1, 2 ou 3 solutions pour pouvoir retomber sur ses pattes. Ça, c'est important. Et ce que je dis souvent, on en avait déjà parlé une fois, c'est qu'au départ, quand il y a des problèmes et des difficultés, on les gère très mal et puis on se dit ah non, mais encore un problème, mais comment je vais faire? Et puis là, on tombe de haut. Et je le compare avec, donc je suis une maman, un peu avec mon accouchement. C'est-à-dire que quand vous accouchez, vous avez des contractions et la sage-femme vous dit « mais madame, les contractions sont vos amis, c'est ce qui va vous permettre en fait d'accoucher ». Mais vous ne les voulez pas parce que ça fait très mal, alors vous dites « non, ce n'est pas mes amis ». Et les problèmes en fait dans une société, c'est un peu pareil que les contractions. C'est-à-dire que les problèmes, il faut les voir comme des amis qui vont nous aider en fait à évoluer dans la société, comme pour accoucher pour un enfant. Et une fois qu'on fait ce parallèle et qu'on intègre complètement les difficultés et les problèmes, on les règle et on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. Et le jour où il n'y a plus de problèmes, où il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de challenge et après on s'ennuie au final. Et on s'ennuie, hein? Voilà. Super. Toute autre chose que tu aimerais partager? Je sais pas, moi je fais ça, c'est une belle réussite de pouvoir gérer ça et je remercie la Calédonie de manière générale de m'avoir offert cette possibilité, cette opportunité parce qu'en étant femme célibataire, racheter une société et de pouvoir tout à la fois gérer ses enfants, je pense que c'est pas faisable dans tous les pays. Donc je suis très reconnaissante à la Calédonie de m'avoir offert tout ça. Aujourd'hui, je suis une femme accomplie et très contente qui va bien évidemment continuer sur d'autres projets. Mais voilà. Après, ma ligne conductrice dans ma vie personnelle à côté, si je fais tout ça, c'est pour une seule chose, c'est pour les voyages. Voilà. Je voyage depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'ai toujours fait 1 ou 2 voyages par an et j'initie beaucoup mes enfants à voyager. Très loin, de manière roots, pour découvrir d'autres cultures. Et c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. C'est vraiment ta motivation, ce qui t'a poussé à faire tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'était pour pouvoir voyager plus, c'est ça? Pour pouvoir voyager plus et pour pouvoir aussi à terme offrir à mes enfants la possibilité d'étudier à l'autre bout de la terre s'ils le souhaitent. Parce que j'aimerais bien leur donner cette ouverture d'esprit et les voyages, de les initier aux voyages. Et du coup, j'en profite un peu, tu les inities au voyage et tu les inities aussi à l'entrepreneuriat parce que tu disais que tu leur montres ce que tu fais, tu me disais un petit peu là, tu les as emmenés à une conférence il n'y a pas très longtemps. Alors je les initie en fait aux conférences de manière générale, c'est-à-dire on fait souvent des conférences à l'université ou à d'autres endroits, à les initier qu'il n'y a pas, l'éducation ne se fait pas qu'à l'école en fait, et ne serait-ce que les emmener dans un amphi à la faculté, d'écouter d'autres personnes qui parlent sur des sujets qu'on ne voit pas à l'école. Voilà, il y a plein d'opportunités et ça nous permet en tout cas à nous de déboucher sur plein de sujets de conversation et d'avoir des discussions très intéressantes entre nous. Génial. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ça et d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et puis, on te dit à très bientôt. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi.